Salut les gens, bienvenue dans une nouvelle critique bordélique. Ça y est, il est arrivé, un rêve d'enfant, la fusion entre Lego et Tintin avec cette fusée à monter, ce que ma cadette va faire avec joie ce week-end. Ouais, voilà, très bel objet, on a hâte de voir ça. Je ne vous montrerai pas le montage, d'autres vidéos l'ont déjà fait et beaucoup mieux que ce que je ne pourrais faire. Et de toute façon, c'est la môme qui va s'en occuper. Mais je me suis dit, bah tiens, ça serait peut-être l'occasion de parler des deux albums qui ont inspiré ce set, c'est-à-dire tout d'abord, Objectif Lune, puisque à la base, sur ce set Lego Idea, le créateur, celui qui avait fait la proposition du moins, avait inclus cette rampe de départ. Je ne sais pas trop si on le dit comme ça, mais enfin c'est pas grave. Donc Objectif Lune était vraiment la première inspiration. Et bien entendu, si on parle d'Objectif Lune, on sera obligé de parler d'On a marché sur la Lune. Donc voilà, je vais en parler rapidement, toujours en bordel comme d'hab, sans néon, sans décoration, la totale. Nous sommes en 1946. Enfin non, en fait, on est en 2026, mais dans l'histoire, on est en 1946. Oui, notre histoire commence en 1946, juste après la guerre. Donc Hergé, bah, ça va pas trop bien pour lui. Ça va pas trop bien pour Hergé parce que il a une grosse petite déprime, puisque notamment, bah, on l'accuse d'avoir travaillé dans des journaux collabos pendant la Seconde Guerre mondiale. Et à cette époque-là, quand on était ciblé comme collabo, ça se passait pas forcément très bien. Donc voilà, donc Hergé se retrouve à terminer le Temple du Soleil, le 14e album de la série Tintin, et il doit donc le terminer dans la souffrance avec cette grosse dépression. En plus, certainement aussi d'une grosse dose de travail, il faut avouer hein, aussi que peut-être qu'il commence à être un peu fatigué. Et donc, bah, si vous vous souvenez bien, pardon, à la fin du Temple du Soleil, attention, spoiler, si vous ne connaissez pas cette bande dessinée vieille maintenant de 80 ans, à la fin du Temple du Soleil, donc, on a une éclipse du Soleil par la Lune, avec, avec le fameux moment où je crois que le capitaine Haddock, si je me souviens bien, chante le Soleil rendez-vous avec la Lune, etc. Et ben en fait, ça correspond aussi au moment où Hergé se dit il faut, il faut que j'écrive, il faut que je fasse une aventure qui aille au-delà de ce que j'ai fait auparavant. C'est-à-dire que Tintin a été dans quasiment tous les continents, pas tous, hein, pas tous, mais enfin bon, il a quand même visité pas mal de pays, il a vécu quand même vachement d'aventures, de rebondissements. L'univers Tintin s'est développé au fur et à mesure, avec des personnages récurrents, avec même des personnages, des vilains qui reviennent d'un album à l'autre. Enfin bref, on a ce petit monde qui s'est créé et Hergé se dit, et peut-être que après tout, c'est en faisant cette séquence de l'éclipse, il s'est dit, bah, il faut l'envoyer carrément sur la Lune. 1946, Hergé commence à cogiter à ça. Mais il va y avoir du temps avant qu'il s'y mette vraiment. Donc en 46, il termine le Temple du Soleil. Après ça, il reprend et il complète Tintin au pays de l'or noir, qui était un album qui avait été commencé en 39-40, si je dis pas de bêtises, et donc qu'il reprend totalement et qu'il termine. Là encore, dans la souffrance, dans la douleur, c'est une horreur. Et en 1950, enfin, il se lance dans ce diptyque, qui à l'époque n'était pas un diptyque. Dans sa tête, c'est une seule et même histoire, et c'est ainsi qu'elle a été prépubliée d'ailleurs dans le journal de Tintin. Cette seule et même histoire va prendre le nom de On a marché sur la Lune. Hein, c'est comme ça qu'elle va être appelée durant sa prépublication qui démarre donc en 1950. Mais malheureusement, au bout de 24 planches, Hergé, terrassé par la dépression et par le travail, doit faire un break. Il va faire un break comme ça pendant un an et demi. Pendant un an et demi, il va absolument pas publier ni retravailler quoi que ce soit sur ce qui deviendra Objectif Lune.
Alors, 1950, où on en est en 1950 au niveau de l'astronautique, notamment? En fait, on sort de la Seconde Guerre mondiale où, des Allemands, sous le régime que l'on appelle nazi, de toute façon je comptais pas être monétisé, sur YouTube, donc je peux le dire, ont mis au point un missile qu'on appelle le missile V2, qui peut être comme ça, dirigé à l'endroit où on veut. Et même si ce missile va pas avoir, disons, des succès si notables que ça, il est essayé durant la fin de la Seconde Guerre mondiale, et ben, ça va être repris, notamment lorsque les États-Unis et la Russie vont récupérer comme ça les savants, les recherches, etc., qui avaient travaillé sur V2. Et donc, c'est ce qui va permettre l'astronautique de prendre vraiment un élan. Et donc, en 1950, on commence déjà à développer tout ça, mais on le développe dans un but, les États développent ça dans un but purement militaire et on va dire agressif. Le but du jeu, c'est d'avoir des espèces de missiles comme ça qui puissent transporter du nucléaire, etc., pour faire péter la gueule à tout le monde. On ne pense pas du tout à envoyer des hommes dans l'espace. C'est en 1950 pour les États, ça reste du folklore, on va dire. Ça reste un petit folklore amusant. Et pourtant, Hergé va se dire non, il y a un truc à jouer. Il faut s'imaginer qu'en 1950 aussi, là où on en est, c'est qu'on a, oui, on a envoyé des êtres vivants, mais genre des mouches et quelques macaques à 130 km en altitude, quoi. Donc vraiment, on est encore très 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 loin de se dire que d'une manière réaliste, on va pouvoir un jour envoyer des hommes, des humains en tout cas, sur notre orbite naturelle. 1950, donc il faut s'imaginer, donc, dans ce contexte, le tour de force pour Hergé, de faire une BD qui va s'avérer être extrêmement recherchée. On va en parler un petit peu juste après, mais il faut s'imaginer que le premier satellite artificiel, Sputnik 1, c'est 1957, c'est 7 ans après le démarrage, donc après le démarrage d'Objectif Lune dans le journal de Tintin. Il faut s'imaginer que le premier être vivant mis en orbite, c'est la chienne Laika, aussi par les soviétiques d'ailleurs, la même année, 1957. Le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, c'est 1961. C'est-à-dire que le premier homme dans l'espace, ça va être 11 ans après le début de la prépublication, pardon, d'On a marché sur la Lune. Et enfin, le premier homme, enfin les premiers hommes, pardon, sur la Lune, ça va être évidemment, ça va être Armstrong, Collins et Aldrin en 1969, c'est-à-dire 19 ans après les premières planches du diptyque que je vous montre là, et donc 15 ans, si je dis pas de bêtises, oui, 15 ans après la publication des deux albums. Bref, imaginez déjà le tour de force. Mais le tour de force ne va pas s'arrêter là. C'est que Hergé, évidemment, lui, il veut faire quelque chose de solide. Je veux dire, bon, concernant la représentation de la Lune, on a déjà, au niveau du cinéma, on avait déjà Méliès, par exemple, qui avait fait Voyage dans la Lune, je sais plus à quelle époque, je sais plus de quand date le film, je crois que c'est 1914, il me semble, je suis plus sûr. Et donc bon, vraiment plusieurs années auparavant, on avait déjà ce... Mais disons que le film de Méliès, par exemple, c'était fait sous un mode humoristique, poétique, burlesque. Donc on n'est pas du tout dans une approche scientifique. En 1929, on va avoir Fritz Lang, qui fait un film qui s'appelle La femme sur la Lune, je crois. C'est La femme sur la Lune, ouais. La femme sur la Lune en 1929. Alors c'est intéressant, le début du film montre vraiment une approche, pour le coup, très scientifique, hein. On est en 1929, hein, on est bien avant encore la fusée V2, le missile V2, pardon. Et donc on a au début du film une approche très scientifique, hein. On a vraiment une représentation qui n'aurait rien à envier à celle qu'on voit dans Objectif Lune.
Mais après, bon, bah, après, on tombe dans quelque chose, là encore, de plus métaphorique que poétique, puisqu'une fois arrivés sur la Lune, ben, les personnages peuvent respirer comme vous et moi, et ça va être plus orienté vers une histoire de relations humaines plutôt qu'un objet, plutôt qu'un film vraiment scientifique. Bon, alors est-ce que Hergé a vu ces films-là? Bon, celui de Méliès, j'imagine que oui, celui de Fritz Lang, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Hergé, il va s'inspirer d'un film de 1900, je ne sais plus combien, je crois que c'est un peu avant 1950, hein, c'est vraiment dans ces eaux-là, je crois que c'est 49, mais je ne suis plus sûr. Un film qui va s'appeler Destination Lune, Destination Moon, Destination Lune, un film américain. Alors là, pour le coup, vraiment, qui va à fond dans l'explication scientifique par rapport à l'époque. Encore une fois, on est dans l'extrapolation. Dans ce film, quand on voit ce film, et on peut le voir sur YouTube, de même que le film de Fritz Lang, hein, je vous conseille, vous pouvez le voir sur YouTube gratuitement, il y a des gens qui les ont uploadés, donc allez-y. Et dans Destination Lune, on a vraiment, enfin, on voit très clairement ce qui a inspiré Hergé. On le voit notamment dans les combinaisons, on le voit dans certaines scènes d'action, notamment une scène d'action sur la fusée avec un rattrapage d'un membre d'équipage avec une corde. Je pense que ça vous rappellera une séquence de cet album. On va avoir aussi les représentations de la Lune, des représentations qui sont faites par un artiste qui s'appelle Chesley Bonestell. Et Chesley Bonestell va vraiment être une inspiration avec ses peintures comme ça, et extraplanétaires, va être une inspiration pour Monsieur Hergé. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc oui, là on est vraiment dans un film, Destination Lune, ça va être vraiment un film qui va inspirer énormément Hergé. Mais il n'y aura pas que ça, il y aura aussi un livre qui va être très important. C'est un livre qui s'appelle L'Astronautique d'Alexandre Ananoff. Alexandre Ananoff, donc, qui est un peu la sommité française de l'époque sur ce qui est de l'astronautique. Et son livre va vraiment permettre à Hergé de concevoir le centre de contrôle de la fusée, de concevoir aussi ces couchettes où on est allongé à plein ventre pour mieux supporter la pression du décollage. Ananoff va aussi travailler avec Hergé sur l'album, ils vont échanger énormément, il y aura d'autres collaborateurs. Mais bon, comme je vous ai dit, le travail pour ces deux albums va être absolument colossal. Et c'est à ce moment-là que Hergé, qui travaillait déjà auparavant, enfin il avait déjà travaillé sur Le Temple du Soleil avec Edgar P. Jacobs, l'auteur de Black et Mortimer, il avait déjà travaillé avec Edgar P. Jacobs sur Le Temple du Soleil. Les deux s'étaient plus ou moins embrouillés, parce que Jacobs faisait les couleurs, faisait les décors, mais aussi donnait des idées de scénar. Donc il aurait bien aimé quand même avoir un petit peu son nom un peu écrit, ce qui n'a pas été le cas. Donc bon, mini-brouille, enfin après je ne connais pas tous les détails, mais après cette collaboration, Hergé comprend qu'il doit créer carrément un studio. Donc c'est à l'occasion de la mise en chantier donc de cette grande aventure dont on a marché sur la Lune, c'est à cette occasion qu'il va s'adjoindre notamment, en tout cas trois collaborateurs qui vont être extrêmement importants dans ce studio et dans l'avenir de Tintin. Il va y avoir donc Jacques Martin, qui n'est pas le célèbre présentateur de Dimanche Martin que vous avez peut-être connu dans votre enfance. Non, Jacques Martin, c'est notamment celui qui créera un peu plus tard le personnage d'Alix, cet aventurier durant l'Empire romain. Il va y avoir donc évidemment, j'aurais dû même peut-être le dire en premier parce qu'il est indispensable. C'est vraiment cet homme de l'ombre qui, comment dire, sans lui rien ne serait. C'est Bob de Moor qui est vraiment c'est vraiment lui. Alors je vous conseille fortement de vous intéresser à ce qu'il a fait, notamment pour Tintin. Vraiment. Et puis il y aura aussi Roger Leloup qui créera des années plus tard un personnage qui s'appelle Yuko Tsuno chez Dupuis, et Yuko Tsuno qui est une jeune japonaise férue de technologie, de technique, et qui vit des aventures comme ça. Voilà, on sent que voilà, c'est des gens extrêmement orientés vers une représentation plus réaliste des choses, tout en gardant des histoires
des histoires fictionnelles avec, avec des personnages récurrents, des héros, etc. pour la jeunesse. Que peut-on dire de plus? Donc comme je vous ai dit, en 1950, seulement 24 planches vont être faites. Hergé tombe dans une grosse dépression. Pendant un an et demi, il ne va pas y toucher. Et puis, à partir pardon, de 1953, la prépublication continue dans le journal. Et donc, les 93 planches restantes vont être prépubliées. Donc, ça y est, c'est bon, c'est parti, c'est bonnard. Et la sortie des albums, ce sera juste après la prépublication de l'histoire entière dans le journal de Tintin. Donc, ça commencera évidemment avec Objectif Lune en 1953. Et ça continuera un an plus tard ou quelques mois plus tard avec On a marché sur la Lune. Deux albums, pour disons que moi j'ai un rapport à Tintin assez radical, assez contrasté, puisque mes albums préférés sont un peu les deux extrémités du spectre. Mes deux albums préférés, j'en ai déjà peut-être parlé dans une autre vidéo, un de mes albums préférés, si ce n'est mon album préféré, c'est le Lotus Bleu, mais la toute première version, c'est en noir et blanc, sans les couleurs merdiques qui ont été faites il y a 2 ans chez Casterman. Je parle vraiment bon, pour moi, le Lotus Bleu, c'est de la BD quasiment reportage, avec un style graphique encore aujourd'hui très contemporain, et je trouve qu'il y a un esprit de curiosité et de narration et de quasiment pédagogique derrière, que j'aimerais revoir aujourd'hui. Je ne veux pas dire qu'il faut refaire du Tintin de Lotus Bleu, mais c'est quelque chose de très inspirant. Donc ça, c'est le Lotus Bleu version noir et blanc. Bon, c'est mon album certainement préféré de Tintin. Et puis à l'autre extrême, l'autre album que je préfère tout autant, que j'aime tout autant, mais pour différentes raisons, c'est L'Affaire Tournesol. L'Affaire Tournesol, qui va être donc un produit de ce studio Hergé, où là, pour le coup, on est vraiment dans la machine de guerre. Hein. On a vraiment on a des pontes, hein, j'en ai parlé il y a quelques minutes. Vraiment, bon là, c'est du précis, rien n'est laissé au hasard, etc. Rien n'est laissé au hasard, d'ailleurs, jusque dans les couvertures. Hein. Euh, Couvertures qui se répondent l'une à l'autre. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je pourrais le faire, mais en fait, les couvertures ont surtout l'objectif Lune, ont une forme de une grille de construction hein, qu'on peut voir avec notamment les étages, les colonnes des étages autour de la fusée, les lignes de direction, le fait de se permettre cette chose qu'on aimerait tous se permettre quand on fait de la BD, c'est de faire une couverture où les personnages principaux sont de dos, on voit pas leur visage, c'est quand même top. Et donc bon voilà, c'est vraiment du travail de studio où rien n'est laissé au hasard, avec une direction artistique d'Hergé qui avait été graphiste hein, dans sa jeunesse, bon, qui est totale. Alors, dans le premier album, on va parler vite fait des albums, je vais pas vous faire l'histoire des albums, ça n'aurait pas trop d'intérêt. Le premier album, c'est vraiment une visite de toute la technologie. C'est en fait une narration sur la manière dont on peut concevoir une fusée, même si évidemment il y a des éléments qui ne sont pas réalistes, hein, notamment un espèce de matériau qui s'appelle la trifonite, enfin bref, un matériel inventé par le professeur Tournesol qui n'existe pas et qui était nécessaire pour permettre à cette fusée de voler. Hein. À l'époque, on n'avait pas encore toutes les technologies, on commençait à avoir les premiers transistors, etc. Donc vous imaginez. Et puis, donc c'est un album, voilà, qui va être plus un album. Enfin, celui-là, la première partie est vraiment une partie d'exposition scientifique où il n'y a pas vraiment de rebondissement. Enfin, il y a beaucoup de gags. On est dans une ambiance d'espionnage, évidemment. Hein, la guerre froide oblige. Là, on est vraiment, voilà, il y a des méchants espions qui déplacent leurs pièces sur un échiquier, etc. Et puis le second album, pardon, enfin, qui allait à la paire et qui vraiment, tel qu'il est vu par Hergé, hein, il faut encore se souvenir que ça, c'est un seul album, normalement, hein, on est bien d'accord, c'est une seule histoire. Donc cette seconde partie, là par contre, on rentre plus dans le vif du sujet, même si encore une fois au début on est dans l'explication de la manière dont la fusée va atterrir, redécoller, etc. Mais bon là on est vraiment sur la partie exploration, la partie la plus évidemment trépidante. Hein. Les représentations de la Lune sont assez étonnantes, enfin vraiment étonnantes dans le sens
On est en 53, quoi. Je veux dire, vraiment, comment il fallait vraiment l'imaginer, quoi. On n'a pas de photos, je veux dire, on a des vues, évidemment, on a des photos de la Lune prises de la Terre avec de très bonnes définitions souvent, mais il faut quand même imaginer tout ça. C'est quand même un travail de recherche incroyable. Il y a des petites erreurs évidemment, notamment, bah, par exemple, la taille de la Terre qui normalement devrait être plus grosse ou non pardon, je crois pas qu'elle devrait être plus grosse, mais elle devrait être un peu plus au zénith, pardon, dans l'album, par rapport à cet endroit où il se pose. Il y a aussi le fait qu'il y ait des stalactites et stalagmites, ce qui n'est pas possible sur la Lune, puisque la Lune, bah, sur la Lune, il n'y a pas de calcaire, donc a priori, il ne peut pas y avoir de stalactites et de stalagmites. Quant à la présence de l'eau, elle fait encore débat, même si on a a priori des résultats récents, hein, contemporains, qui prouveraient qu'il y aurait de l'eau, mais on imagine difficilement, semble-t-il, hein, encore je ne suis pas scientifique et il peut se passer plein de choses, on imagine difficilement des grandes nappes de glace comme ça, comme dans l'aventure, en plus des nappes de glace glissantes, ce qui serait impossible vu les températures qu'il y a sur la Lune, etc. C'est un album où vraiment, certainement, c'est les albums, les aventures les plus périlleuses de Tintin et de ses compagnons. Haddock, les Dupont qui sont vraiment absolument géniaux, tellement vraiment on croirait des gamins en camp de vacances, c'est excellent, quoi, c'est très très bien. C'est une aventure vraiment, mais c'est une aventure quand même où on sent que, bah, et si y a un pain, littéralement, on peut plus respirer. Enfin, je veux dire, littéralement, on est perdu à des centaines de milliers de kilomètres. Donc forcément, il y a quand même une tension beaucoup plus forte que dans les autres albums. Là, on est vraiment à un niveau au-dessus. On va avoir aussi un des deux suicides de toute la série Tintin, évidemment. Donc quand même, on est dans du lourd. On se dit, là, enfin, quand on relit, on a marché sur la Lune, la fin, le final, c'est quand même, c'est tendu, quoi. C'est, waouh, ça rigole pas, quoi. Vraiment, on est à, ouais, c'est vraiment bien. Moi, en le relisant, je me suis aperçu à quel point quand même Hergé avait un talent de narrateur et vraiment cette fin est tout en suspense. Quand on est gamin, enfin moi quand j'étais gamin, peut-être que je le sentais pas autant, mais là, franchement, en relisant, je me suis vraiment aperçu. Donc voilà, je souhaitais vous parler dans cette chronique bordélique de, encore une fois beaucoup trop longue, de ces deux albums qui sont toujours bons à relire, toujours bons à s'inspirer. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.